on démarrerait. Ok, Bonjour Josette, bonjour. en attendant que ça se poursuive, Mm. avec une troisième personne. Moi, j'ai une petite question pour démarrer, assez simple, et je sais que vous avez la réponse. C'est de savoir en quoi, pour vous, le métier de traductrice se rapproche de celui de bûcheron ou de bûcheronne. Oui, parce que c'est une expression que mon mari avait employée pour parler de mon métier, en me disant que c'était un métier de bûcheron, puisque j'abattais un certain nombre de pages par jour. En fait, moi, je travaille comme ça, je me fixe un quota de pages à faire par jour. Je compte le Hmm. nombre de jours où je pense travailler. Alors, quelquefois, je compte les week-ends. Il y a des moments où je suis obligée de travailler 7 jours sur 7. Quelquefois, je m'octroie 1 ou 2 jours de congé. Et puis, je fais une division entre le nombre de pages et le nombre de jours. Et là, je commence à abattre les arbres les uns après les autres. Et là, Voilà. c'était beaucoup d'arbres Ah pour ouais, ce livre. ouais, ouais. Ouais, parce que c'était, je crois que j'ai dû rendre un peu plus de 2000 feuillets. Donc, non, c'était intense. C'était très, très, très intense. Et pour ce livre-là, vous êtes parvenu à traduire à quel rythme, à quel nombre de pages, ou autrement dit, combien de jours aviez-vous devant vous pour effectuer la J'avais tâche? un an. J'avais un an et j'ai travaillé un an. J'ai dû prendre une semaine de vacances. J'ai travaillé pendant un an tous les jours. Non, non, c'était un peu limite, un peu limite pour mon entourage parce que je n'étais pas du tout disponible. Hmm. Donc, j'avais une espèce de, comment dire, j'étais comme dans un tunnel. J'étais dans un tunnel et voilà, quoi, je voulais arriver au bout du tunnel. Et Donc, ces journées intenses du matin jusqu'au soir? ouais. Ouais. Alors, par exemple, il y a un truc qui était dingue, c'est que quand le passage où Atlanta brûle, c'était la canicule en France à ce moment-là. Donc, j'avais vraiment l'impression d'y être. C'est vrai que je travaillais dans une pièce où je mettais le ventilateur, mais qui brassait de l'air chaud. Hmm. Et je sais pas, il devait faire 40 degrés dans la pièce où je travaillais, quoi. Mais je Ouais, m'en ce rendais même sont, pas compte. Ouais, je m'en rendais même pas compte. Donc, ouais, voilà. de drôles de résonances qui Voilà. s'infiltrent Mais en même temps, pendant. bon, j'étais dans l'ambiance comme ça. Hmm. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. C'est quand la première fois que vous avez pris connaissance dans votre vie, avant d'être amené à traduire ou même à retraduire Autant n'emporte le vent, que vous avez eu connaissance de ce texte? J'avais lu le premier tome quand j'étais adolescente. Donc voilà, puis j'ai retrouvé le livre de poche dans ma bibliothèque. J'avais annoté quelques passages aussi. Et puis après, j'ai vu le film. Donc du Hmm. coup, voilà, comme j'ai vu le film, je me suis dit, c'est pas la peine de lire la suite. Mais en traduisant Autant n'emporte le vent, j'ai vraiment, comment dire, c'est vraiment un livre que je conseille parce que je crois que le film, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont vu le film et qui n'ont pas lu le livre, et c'est Hmm. regrettable parce que le livre a une dimension que n'apporte pas le film, quoi. Et, Et qu'apporte le livre en plus, selon vous? bah, il y a beaucoup plus de profondeur. Le film, on présente Scarlett comme étant un peu une jeune fille, comment dire, qui se préoccupe de sa toilette, qui veut plaire, qui est obsédée par Ashley. Enfin bon, mais Hmm. et dans le livre, elle est vraiment présentée comme une jeune femme, comment dire, très indépendante, assez féministe d'une certaine façon. D'accord. Et puis c'est un vrai personnage féminin qui a beaucoup de teneur, quoi. Voilà, elle est. Je trouve que le film la dessert un petit peu, je trouve. Bon, Quand vous l'avez lu pour la première fois, c'était en version traduite français. déjà? Oui, Ouais, c'est en français. ouais, 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 ouais. Oui, je sais pas, je devais avoir, je sais pas, une douzaine d'années, donc Hmm. ouais. Est-ce qu'il faut aimer un livre avant de le traduire? Ah bah oui, quand même. Ouais, un petit peu. C'est-à-dire que normalement, moi, je lis les livres avant de les traduire, avant d'accepter de le traduire, d'abord pour savoir si c'est un domaine que je maîtrise, si ça m'intéresse. J'ai pas lu Autant n'emporte le vent. C'était 980 pages. Hmm. J'avais pas le temps, en fait. J'avais pas le temps de le lire, donc j'ai attaqué tout de suite. Et pourquoi est-ce que vous avez accepté? Parce que vous aviez alors de bons souvenirs de votre Pourquoi j'ai première fois? accepté? Non, Hmm. j'ai accepté, d'abord parce que j'étais flattée. Ouais. J'étais flattée qu'on me propose cette traduction, et puis parce que là, pour une fois, quand je disais je retraduis Autant n'emporte le vent, tout le monde connaissait.
parce que quand je traduis des auteurs pas connus, bon voilà, les gens ne connaissent pas, quoi. Donc là, c'était Et agréable, quoi. en quoi est-ce que c'est agréable de savoir que quand on parle de son travail, de l'autre côté, on sait que le livre est connu? Parce que du coup, on en parle. Parce que quand je dis j'ai traduit, je sais pas moi, Shilpi Somayagova, Mm. ça fait un peu un flop, quoi, du coup, parce que Mm. personne ne les connaît. Donc, Mm. Est-ce qu'il y a une spécificité particulière? Parce que vous dites, dans certains cas, on est capable ou pas de traduire tel ou tel livre. À quoi ça tient? je sais pas, nos propres domaines de connaissances. Voilà. Euh, Moi, je ne serais Est-ce pas que- capable de traduire un Mm. roman de science-fiction, par exemple. Mm. D'abord parce que je ne lis pas de science-fiction. Et puis, voilà, ça nécessite des recherches. Alors, quelquefois, c'est intéressant. Le dernier livre que j'ai traduit, c'est un roman de Larry McMurtry qui se passe au Texas. Ça parle de fièvre afteuse, de rodéo. Bon, moi, je n'y connais pas grand-chose là-dessus, mais bon, du coup, j'ai appris voilà, je me suis renseignée, j'ai lu des tas de textes sur le rodéo, et bon, ça, c'est intéressant, mais comme il y a des domaines qui vraiment, moi, m'échappent, je préfère pas. Mm. La guerre de sécession, ça c'était C'était dur, ça. Ah ouais, ça, c'était pas évident, ça. J'ai fait beaucoup de recherches. Ah oui, c'est ça. Oui, Ouais, ouais. il y a toujours un travail de recherche qui se fait en parallèle. Ah bah oui, oui. Et alors là, moi, je bénis Wikipédia et l'informatique, parce qu'avant d'avoir des ordinateurs Quelle est et tout, bibliothèque? exactement, exactement, parce que je ne pouvais pas acheter tous les livres sur la guerre de sécession. Donc, je passais des journées et des soirées en bibliothèque à prendre des notes. Mm. Donc, Mm. pour les Mais traducteurs, c'est ce formidable. travail de recherche, il se fait en amont ou au fil de la traduction? Non, là, je le fais. Pour autant n'importe le vent, comme si le temps était vraiment très. J'avais juste un an, donc là, Oui, c'est ça. je l'ai fait en parallèle. Je l'ai fait en parallèle parce que c'est-à-dire que quand on arrive à la guerre de sécession, je commençais à lire des textes historiques sur la guerre de sécession. Et, voilà. Mais pourquoi est-ce que pardon de la question, mais pourquoi est-ce que c'est si important de faire des recherches dans la mesure où, si vous vous contentez d'être fidèle au texte, les Ah bah, informations sont dans le texte, non? oui, mais c'est juste pour être plus, comment dire, pour pas se tromper, quoi, pour être dans l'ambiance. Enfin, moi, j'aime beaucoup quand je traduis un livre, lire des romans qui se passent à la même époque, à peu près dans le même pays, pour, pour baigner dans l'ambiance du livre. Cela dit, pour autant n'importe le vent, j'ai pas lu de romans de cette époque-là. J'ai lu Zola. J'ai relu Les Rougon-Macquart. Donc, ça ne veut rien à voir. Mais ça m'a bien aidé aussi. Et pourquoi? Pour tout le vocabulaire pour les toilettes des dames. Parce que, voilà, j'ai pensé que, par exemple, au Bonheur des dames, c'était pratiquement la même époque. Puis, dans Autant n'emporte le vent, Red Butler va à Paris, il rapporte un chapeau à Scarlett, et il va donc rue de la Paix, et il écrit un peu la façon dont les femmes s'habillent. Et ça m'a énormément aidé, parce que le vocabulaire qu'employait Zola était exact. Donc là, je me suis inspirée. Est-ce que ça vous semblait utile, vous, avant qu'on vous le propose, de réaliser une nouvelle traduction d'Autant n'emporte le vent? Oui, oui. Je veux pas casser du sucre sur le dos de mon collègue, mais ouais, c'était vraiment nécessaire. Il y avait des erreurs. Au début, Et j'ai regardé, évidemment. Au début, j'ai pas pu m'empêcher de regarder, et j'ai un peu halluciné, quoi. un exemple? Il y en a plein d'exemples. Il y en a Bah, plein. on va commencer par Bon, un ok. premier. Alors, ok. J'en donne un. Parce qu'en fait, je les ai notés. Ah bon. Par exemple, le terme bless. Bless en anglais, ça ne veut pas dire blesser. Non, ça veut dire bénir. Mm. Donc, il y a une scène où Mélanie sauve un peu comment dire, sauve un peu Scarlett. Voilà. Et donc, voilà. Et Scarlett, qui est assez déprimée et tout, grâce à Mélanie, retrouve un peu le moral. Et donc, en anglais, c'est Scarlett's spirits soar at this love and she blessed Melanie Stacked.
Donc, elle bénit le tag de Mélanie. Bon, pas dans la première version, c'est marqué choquée. Elle fut blessée par Mélanie. Donc là, c'est une contresens. Et c'est plus le même sens. Ah bah, c'est un contresens. Hmm. C'est un contresens total, quoi. Et ça, c'est un exemple parmi énormément d'autres? C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai arrêté je n'allais pas vérifier à chaque fois, quoi. Au début, j'ai regardé, puis quand j'ai vu vraiment qu'il y avait, je sais pas, par exemple, on parle tout au début, on parle des voisins des O'Hara, et donc il y a des petits blancs qui sont des pauvres gens, quoi. Et ils sont stiff-necked. Stiff-necked, ça veut dire entêté, opiniâtre. Et ça a été traduit par collet monté. Alors, vu l'endroit où il vivait, il n'avait absolument pas d'argent, il ne pouvait pas du tout être collé monté. Donc déjà en relisant sa traduction, il aurait dû se dire il y a un truc qui cloche, quoi. Bon. Mais après, et après, vous l'avez laissé de côté, la première traduction, vous vous en êtes plus préoccupé? Oui, parce que ça me faisait perdre du temps. Ça me faisait perdre du temps. Alors, en revanche, ce que j'ai fait à la fin, quand j'ai tout traduit, j'ai regardé le film. J'ai re-regardé le film et je l'ai regardé en version française, en VF. Et c'était pas mal de faire ça parce que du coup, j'ai chopé quelques petites expressions auxquelles je n'avais pas obligatoirement pensé. Bon, on va peut-être parler un instant quand même de toute la polémique qui y avait autour de ce film, en l'occurrence, et puis de ce texte par la même occasion. Si on dit, tiens donc, vous avez traduit un livre raciste, vous répondez quoi? Non, je suis obligée de vous poser la question. Ouais, je sais. Moi, je réponds, bah ouais. Enfin, oui, non, je réponds, bah j'ai traduit un livre, quoi. Oui, j'ai traduit, il y a des passages horribles. Ouais, bah tant pis, je les ai traduits. Il ne fallait pas que j'accepte cette traduction, mais voilà, moi, oui, on m'a pas reproché, mais enfin, on m'a quand même, enfin, il y a des journalistes qui ont été très étonnés que j'accepte de traduire ce bouquin-là. Voilà, quoi, moi, les traducteurs, on est des passeurs, quoi. Donc, si c'est il y a des choquant, choses qu'on peut décider de passer, de faire passer, et d'autres qu'on pourrait refuser de faire passer. Dans le texte? Ah non, pas du tout. Ah, pas du Non, tout. mais d'accord, mais je veux dire, comme vous dites, vous êtes des traceurs, que vous avez… Des passeurs. On est des passeurs. C'est-à-dire que si l'auteur écrit à des propos racistes… Mais comme vous le dites, il y a des journalistes qui ils n'ont qu'à pas lire. Voilà, ils n'ont qu'à pas lire le livre, point Mm. final, c'est tout. Je veux dire, s'ils sont choqués, ok, ils sont choqués. Je veux dire, qu'ils ne lisent pas le livre. C'est tout. Je veux dire, et en plus, ça m'a un peu agacée parce qu'en fait, le livre est sorti en juin et c'était juste après la mort de George Floyd. Voilà. Oui. Et en fait, on ne parlait que de ça, quoi. On parlait que de ça. Et alors, oui, la Géorgie était raciste, oui. Le sud des États-Unis était raciste, oui. Oui, c'est comme ça. Voilà, c'était l'histoire d'une famille qui avait des esclaves, et il y avait beaucoup d'esclaves, et c'est ça. C'est tout. Le livre a été écrit comme ça. Moi, je traduis, je fais que traduire. Donc, je n'allais pas couper les passages racistes. Je n'ai pas le droit. Donc, mais comment est-ce qu'on les traduit, ces passages-là? Oh, c'est horrible. Avec quelle attention particulière? C'est horrible, ça me brûlait les doigts. Il y a dans la VO, dans le livre, à un moment, j'ai entouré un passage où Margaret Mitchell compare les Noirs à des singes, dit que quand on sait les prendre, ils sont aussi gentils que des enfants. Enfin, et là, c'était affreux à traduire. Mais je l'ai fait. J'ai fait. Et par rapport à la première traduction, vous savez comment vous alors avez moi, j'ai regardé différemment? J'ai pas regardé tous ces passages-là, j'ai regardé comment ils faisaient parler les Noirs, les esclaves. C'est ça. Tout. Voilà, c'est tout. Et moi, j'ai pas fait la même chose. Mais à l'époque, on faisait parler les Noirs comme Yabon Banania, quoi. C'était un peu… D'ailleurs, il y a dans la Gallimard… Et vous avez utilisé quel procédé, vous, du coup? Vous pouvez nous raconter ça? Ah oui, moi, d'abord, j'ai pas systématiquement retiré les R, parce que dans beaucoup de romans où on fait parler des Noirs, à chaque fois on enlève les R et on les remplace par des apostrophes. Alors déjà, moi je trouve ça assez difficile à lire quand il y a beaucoup d'apostrophes, parce qu'on n'a pas l'habitude en français. Et puis je ne vois pas pourquoi les Noirs ne prononceraient pas les R, donc
Donc, moi, j'ai mis des R, mais en revanche, j'ai… bon, alors après, c'est une idée que j'ai eue, mais je me suis dit que comme les esclaves n'allaient pas à l'école, et qui c'était… enfin, je leur ai donné une langue un peu chantante. Voilà. Parce que, avec très, comment dire, très fleuri, très coloré, comme… et voilà, quoi. Donc, Pour revenir un instant à cette histoire de passeurs et de passeuses, en l'occurrence, ça vous semble important qu'un texte comme celui-là existe aujourd'hui comme trace d'une époque? Parce que c'est peut-être ça aussi que vous avez voulu contribuer à faire circuler. oui, oui, je crois que c'est… oui, moi je suis assez… Enfin, on ne peut pas effacer ce qui s'est passé, on peut pas… Moi, je suis contre déboulonner les statues. Moi, je pense qu'il vaut peut-être mettre un petit, je sais pas, un petit pancarte pour expliquer qui était cette personne. Mais ça existait, quoi. Ça existait. C'est comme si on écrivait un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et on parle pas de la Shoah, quoi. Ça me paraît absurde. Voilà, ça existait. C'est tout. Et justement, quand on relit Autant n'emporte le vent, on peut se dire, bon sang, ça continue, quoi. C'est ça qui est dingue. Parce qu'il y a eu, je ne sais plus, je crois que c'est à Charlottesville, il y a eu un noir, il y a plein de décès de noirs et tout. Et c'était à D'Afro-Américains, oui, d'Afro-Américains. Et en fait, je crois que c'est à Charlottesville où tous les ans, ils passaient Autant n'emporte le vent dans le cinéma de la ville. Et là, il y a eu des manifestations pour interdire le film et interdire le livre. Bon, ben moi, je suis contre. Je suis contre parce qu'on ne peut pas se voiler la face, quoi. Je veux dire, et si on efface tout, on ne peut plus dire plus jamais ça. On ne peut plus manifester pour dire plus jamais ça. Et vous avez parlé d'une petite pancarte à mettre éventuellement à côté d'une statue ou sur une statue qui représenterait… Dans le livre, je ne pense pas qu'il y ait une préface, en l'occurrence, ou une mise en garde. Non, c'est un choix de l'éditeur. C'est un choix de l'éditeur qui a sciemment décidé de ne pas… Je crois qu'il y a une comment dire, une chronologie des événements, surtout pour la guerre de sécession. Absolument, oui, il y a une remise en contexte. Voilà. Mais il n'y a pas, attention lecteur, méfiez-vous, il va y avoir des passages racistes qui vont vous choquer. Non, il n'y a pas. Non. Et vous avez eu ce genre de discussion avec l'éditeur? Non. Non, parce qu'en fait, je ne cesse de répéter que, voilà, moi je traduis. Enfin, voilà, moi je traduis ce qui est écrit. Mais vous n'êtes pas une machine. Non, je ne suis pas une machine, évidemment, mais simplement, quand on m'a demandé aussi plusieurs fois, mais est-ce que tu as modernisé le texte? Ben non. Non, je n'ai pas modernisé le texte. Je veux dire, ça se passe pendant la guerre de sécession, donc j'emploie des termes, j'employais un vocabulaire de cette époque-là. Évidemment, je ne suis pas une machine, mais je suis traductrice, c'est tout. Enfin, pour moi, ça paraît évident, mais peut-être que tout le monde ne sait pas en quoi consiste le métier de traducteur. Effectivement, très certainement. Et ben voilà, donc on prend le livre à la première page et on commence. Et alors, le traducteur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas surtraduire, il ne faut pas sous-traduire, il ne faut pas interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire surtraduire ou sous-traduire? Eh bien, surtraduire, c'est expliquer plus que traduire. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, on prend si la phrase c'est, je cherche un exemple, tu veux boire un verre, ça c'est lors de l'apéro, on dit juste tu veux boire un verre. Si l'auteur a écrit do you want a drink, c'est tout. On ne dit pas tu veux boire un verre parce qu'on va s'asseoir et on va discuter et ça va être vachement intéressant. Voilà. Après, et dans le même exemple, sous-traduire, ça voudrait dire quoi? Tu veux boire juste un verre? Non, je ne sais rien. Je sais pas. Non, mais bon, sous-traduire, c'est-à-dire ne pas être, être un peu en dessous, quoi. Par exemple, sur les sentiments. Quand on parle d'amour, on parle d'amour, on ne parle pas d'affection.
Voilà, c'est pas évident. J'ai pas d'exemple comme ça en tête. Hmm. Mais par contre, pour bien voir la différence entre la première traduction et votre retraduction, Mm. il suffirait de prendre la première phrase, apparemment. Voilà. Ça c'était quand on a fait le test l'autre jour. Hmm. Voilà, la première phrase de Autant n'emporte le vent, c'est Scarlett O'Hara was not beautiful. Point. Je trouve ça pas mal en plus. Bon, c'est vraiment un truc comme ça. Donc moi j'ai traduit à chaque fois je dis c'est niveau 6e, mais c'est vrai que c'est niveau 6e. J'ai traduit par Scarlett O'Hara n'était pas belle. Point. Et le premier traducteur a mis Scarlett O'Hara n'était pas d'une beauté classique. Et ça, c'est énorme. C'est énorme parce qu'une beauté classique, d'abord, il Qu'est-ce que ça veut rajoute. dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis il rajoute un truc qui n'est pas dans le texte. C'est son interprétation à lui. Voilà, c'est ça. Le traducteur, il doit être, comment dire, dans l'ombre, enfin pas dans l'ombre, mais il doit être la voix intérieure de l'auteur. Il ne doit pas, sous prétexte qu'il écrit le texte dans une autre langue, changer comment dire, l'essence même de la phrase. En fait, c'est un métier assez difficile parce qu'il faut être juste. Voilà, faut être juste tout le temps. Juste. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais... Oui, mais d'ailleurs, j'ai vu dans une interview que vous expliquiez que votre traduction était plus juste, plus proche du texte original que la Ah oui, tout première à fait. traduction. Ah oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Ah oui, là-dessus, oui. Mais je sais pas, j'ai d'autres exemples, mais ça m'embête un peu de. Entre nous. Ah ouais, Non, mais c'est ça ça. permet de bien comprendre précisément l'intérêt aussi, parce qu'on pourrait se dire, bon, ok, voilà, si comme vous le dites, l'idée, on aurait pu croire qu'un des aspects importants, c'était de donner une touche moderne à la traduction qui colle plus au langage d'aujourd'hui. On aurait pu se dire, ça, c'est un des objectifs d'une retraduction. Mais ça, vous avez insisté là-dessus tout à l'heure, c'est pas du tout de ça dont il Non, s'agit. non, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'avoir rendu hommage à l'auteur en traduisant son texte. Je ne me suis pas approprié, voilà, c'est ça. Je ne me suis pas approprié son texte. J'ai passé son texte de l'anglais vers le français, c'est-à-dire que sur la même sur la même ligne, j'ai pas fait au-dessus, j'ai pas fait en dessous. Et puis, je sais pas, je cherche d'autres exemples. Un peu trop. Il y avait plus de prise de liberté, manifestement, dans la première traduction. Oui, mais je crois qu'à l'époque, les traducteurs s'accordaient beaucoup plus de liberté. Et puis en plus, je pense que les éditeurs ne relisaient peut-être pas très bien la traduction. Et voilà, et les traducteurs étaient libres de. On leur confiait un texte. Et puis, en fait, voilà, je crois que. Cela dit, ça existe encore, ça se passe encore comme ça aujourd'hui. Il y a des éditeurs qui privilégient le français à la fidélité au texte. Il faut que ça coule en français. Moi, ça m'est arrivé de traduire des livres où l'éditeur me disait, bon, c'est pas très bien écrit, l'histoire est vraiment captivante, mais bon, vous coupez un peu, vous reprenez, enfin, voilà. Donc là, moi, je l'ai fait, puisqu'on me demandait de le faire. Voilà, je l'ai fait. Mais sinon, je ne le fais pas. Sinon, je respecte le texte. Donc, mais je crois que, oui, je crois qu'autrefois, il y avait, par exemple, c'était un texte de Fitzgerald qui a été retraduit. Je ne sais plus lequel c'était, mais je ne sais plus lequel c'était. Enfin, en tout cas, la première page, le livre commençait par une description de la Riviera. Il y avait un couple sur la plage. Le ciel était bleu, la mer était bleue, la mer était étale. Super, une carte postale. Voilà. Et dans la deuxième traduction, il y avait toujours le couple sur la plage, le ciel était toujours bleu, la mer était toujours étale, mais on sentait une tension entre les personnages énorme, un malaise entre les personnages, voilà, qui n'existait pas dans la première traduction. Donc, et qui existait en anglais, évidemment, enfin en américain. Du coup, vous en faites quoi du style, en fait, pour qu'il y ait un style aussi qui soit similaire au style du texte original? Ben, j'en fais quoi? Je ne comprends pas votre question. Non, mais c'est-à-dire que parfois, quand on passe d'une langue à une autre,
on change d'univers et que donc, s'il y a une rime, par exemple, ça ne rimera plus, ou que sais-je. Ben, je cherche à trouver la rime. Je cherche à trouver la rime et, et si je la trouve, c'est génial. Et si je la trouve pas, bah, tant pis, quoi. Je veux dire, on peut pas. Mais, il y a, comment il s'appelle j'ai un livre qui est là, que j'ai beaucoup, je cherche ce livre. Ah oui. Oups. Ne tombez pas. Un livre de Julien Green qui s'appelle Ouais. Le langage et son double. Et donc, Julien Green se traduit lui-même. Donc, le livre, il est comme ça. Voilà, je vous montre à l'écran. D'un côté, il y a l'anglais, et de l'autre côté, il y a le français, et c'est traduit par l'auteur. Donc, ce qui est les émotions et tout, il est quand même, il est mieux placé. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé ce livre. Je l'ai lu, j'ai annoté et tout. Et en fait, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que quand il enlève un adjectif en anglais, parce que en français, il n'est pas nécessaire, il en rajoute plus loin. Enfin, c'est toujours une espèce d'équilibre entre les deux phrases. Et c'est une vraie leçon de traduction, voilà. Et ça, vous y êtes attentive aussi, vous, à cette notion d'équilibre quand vous vous mettez au Ah travail? oui, Ouais. oui, au maximum. Ah oui, au maximum. Quelquefois, malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Mais par exemple, moi, je crois que le plus difficile à traduire, c'est l'argot. L'argot, parce que c'est tellement, c'est tellement marqué Ouais. dans les villes, dans les régions et tout. Par exemple, l'argot marseillais, c'est pas l'argot parisien, c'est pas l'argot ziva. Donc, faut pas se planter, quoi. Là, c'est vraiment le plus difficile. Et l'argot new-yorkais, c'est pas l'argot parisien. Vous dites on est là quelque part au service de l'auteur quand on traduit. On a quelle marge de manœuvre, quelle marge de liberté dans le fond? Ça dépend, je veux dire, parce que moi, quand je peux le faire, je communique avec les auteurs. C'est-à-dire que je Là, leur ça a été écris. compliqué. Oui, là, c'était compliqué. Là, j'ai pas pu. Là. Mais, bon, ben voilà, quoi. Non, c'est difficile. Et moi, j'ai l'impression Et de. qu'est-ce qui se passe au cours de ces échanges-là avec les auteurs? Ah ben, par exemple, je leur demande, je leur écris, je leur dis, voilà, moi, je n'ai pas bien compris exactement ce que vous entendez par cette phrase-là et tout. Et donc, ils s'expliquent. Et ils m'expliquent, ou ils me disent, oh ben moi non plus, je me souviens pas pourquoi j'ai écrit ça. Ça arrive aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre qui s'appelle Dans la forêt Oui, bien sûr. Oui. de Jean Hegland. Oui. Bon, ben voilà. Ça, c'est Là, vous qui l'avez traduit aussi. Oui, oui. Alors là, il s'est passé un truc magique, je crois. C'est que, en fait, je suis devenue très amie avec l'auteur, et je lui disais que si j'écrivais en anglais, j'écrirais comme elle, et elle me disait que si elle écrivait en français, elle écrirait comme moi. Enfin, il y a vraiment une correspondance, Symbiose. Ouais. oui, une identification. C'est vraiment, il y a eu un truc magique qui s'est passé. Bon, il se trouve que son texte, moi, je l'ai adoré. Donc, il y avait vraiment, voilà, je me disais, si j'avais raconté l'histoire de deux sœurs et que c'est la fin du monde, ben, j'aurais raconté comme ça, quoi. J'aurais raconté avec les mêmes mots, avec les mêmes émotions, les mêmes images. Donc ça, quand c'est comme ça, c'est extraordinaire. C'est un vrai plaisir. Est-ce que le traducteur est un créateur? Ah oui, oui. Le traducteur fait fait œuvre d'écriture. Oui. Bah oui, parce que le même texte donné à deux traducteurs, il peut y avoir un texte qui platouille, et puis un texte qui est plus fidèle, plus riche. Ah, voilà, on nous dit que Michel va appeler sur WhatsApp. Voilà. Ce que vous dites. Ah, ouais, voilà. Est en ligne, mon cher Pascal. Voilà. Voilà, elle est là, elle se demande comment on pourrait faire, elle est sur WhatsApp et voilà, elle se demande comment on pourrait faire pour parler au moins un tout petit peu avec elle de La Servante écarlate. Je vais mettre mon téléphone sur haut-parleur, d'accord? On va tester. Et vous allez peut-être lui poser une question. Très Ouais, bien. tout à fait, essayons. Merci Christine, gentil comme tout. Voilà, allons-y, allons-y.
on n'a pas encore beaucoup parlé de la Servante écarlate avec tout ça, mais forcément, on parlait du métier de traducteur et de retraducteur ensemble. La dernière question que je posais à Josette, c'était de savoir si oui ou non le traducteur est un créateur. Et sans hésiter un tiers de quart de seconde, Josette a répondu « Ah bah oui !» Et vous? Bien sûr, mais tenez, c'est comme si vous me demandez si une belle nana du dos est une vraie danseuse. Ben, elle a un carcan. Et nous aussi, on a un carcan. Donc, bien entendu, il y a toute la part créative et la manière dont on peut se brancher sur la musique de l'auteur. Mais tout ça reste bien canalisé, on va dire. Enfin, c'est ce que je vais dire moi. Oui, mais c'était votre réponse que je sollicitais. Comment fait-on pour se brancher sur la musicalité d'un auteur? On se lave les oreilles. Comment on fait? C'est une superbe question. Dans chaque texte, il y a une musicalité, à mon sens. On a également des personnages qui ont tous une voix bien précise, bon, dans les bons textes. C'est vrai que quand c'est un nanar, c'est moins évident. Et encore, il peut y avoir une voix. Donc, je dirais qu'on a deux contraintes. La langue, avec toute la syntaxe qu'il faut, bien entendu, respecter et restituer. Et puis, cette musicalité. Bon, si on parle de poésie, vous ne me contesterez pas cette musicalité. Eh bien, en prose, c'est pareil, c'est là. Et personnellement, avec Atwood, moi, j'entends ces personnages. Et c'est ça que j'essaye de rendre aussi à chaque fois. Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ça... Oui, je suis tout à fait d'accord. Pardon? Je suis tout à fait d'accord. Merci. Non, et d'ailleurs, allez-y. ce que je fais, c'est que je relis, une fois que ma traduction était à haute voix. Oui, exactement. Je relis toujours à haute voix. La dernière relecture, je la fais à haute voix parce qu'on entend des choses qu'on ne voit pas obligatoirement à l'écran. Donc, c'est oui. Au niveau de la musicalité, c'est vraiment… et quand il y a des allitérations, par exemple en anglais, dans la phrase anglaise, si on retrouve des allitérations aussi, c'est bien, quoi. C'est ça qu'il faut faire. C'est toujours… on en revient au fameux gueuloir. Cela dit, il y a aussi… Exactement. Il y a ça. Maintenant, soyons honnêtes, quand on travaille, il y a des trucs qu'on traduit et on va les relire, puis tout d'un coup on se dit oh, mais je m'endors, et je suis mais c'est pas possible. Et c'est pas… Ça aussi, c'est une notion intéressante, en fait. C'est ce qu'on perçoit d'un texte, ce qu'on perçoit dans le texte de départ et qu'il faut arriver à restituer dans le texte d'arrivée. Tout à fait. Et c'est pas toujours évident. Et bon, je repense à des choses parce qu'on va nous reprocher parfois de ne pas être fidèle, mais je revoyais ce matin parce que oui, j'ai essayé de préparer, c'est con, j'ai raté mon coup avec… Non, il n'est pas trop tard, Mais je reprenais j'ai repris un texte de Goethe que j'ai trouvé très intéressant. Et ça n'a rien de bien original, ma démarche. Tous les gens d'importance qui ont réfléchi au processus de traduction sont revenus à la note de Goethe. Pardon, je me remets un petit peu de toutes ces émotions de connexion.
Donc, Goethe distinguait 3 types de traduction. Le premier mode avec le mot à mot, le deuxième, grosso modo, avec les belles infidèles, mais là, il nous faudrait quand même nuancer un peu, parce que pour quelqu'un comme Mounin, c'est pas tout à fait, à mon avis, dans le sens de Goethe. Et le troisième mode, qui est la traduction littérale, c'est-à-dire celle qui reproduit les particularités culturelles, textuelles, etc. de l'original. Et évidemment, je crois que c'est ce que tous, chacun d'entre nous, traducteurs, souhaitons obtenir. C'est pas toujours évident. Il y a des jours où on est bon, des jours où on est un peu moins bon, il faut le reconnaître. C'est difficile, mais c'est ainsi. Parlons un tout petit peu quand même de La Servante écarlate et de votre traduction, de votre retraduction. Dans la préface… Pascal, je souhaite revenir sur la notion de retraduction qui me plaît à moitié. Je préférerais qu'on parle d'œuvres nouvelles. Parce que quand on dit retraduit, on a l'impression un peu qu'on est dans la répétition. Or, c'est autre chose, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Alors je vais vous citer dans la préface de La Servante écarlate, vous dites « Après 35 ans, il était indispensable de proposer au lecteur une nouvelle traduction de ce chef-d'œuvre. » Pourquoi indispensable ? Et vous dites nouvelle traduction. Parce que c'est présomptueux et que je me considérais comme indispensable, ça doit être ça. Voilà, ok, d'accord. Merci pour cette réponse. Non, parce que la société, bon, il y a la langue qui évolue, la société qui évolue et le regard que nous portons sur des faits de société. Et je me disais, en réfléchissant à tout ça, que la traduction nouvelle de Autant en emporte le vent s'inscrit précisément dans tous les mouvements de prise de conscience du racisme, etc. Et pour La Servante, c'est un phénomène analogue sur un terrain différent. Alors, venons-en à votre question. Oui, c'était indispensable, mais vous vouliez me poser une autre question, Pascal, peut-être? Non, c'était celle-là, mais en revanche, je vais rebondir sur un point que vous venez d'évoquer, qu'on évoquait déjà tout à l'heure avec Josette, c'est celui de l'adéquation entre l'époque et donc aujourd'hui et la nouvelle traduction. Est-ce que la nouvelle traduction doit coller à l'époque? Josette avait l'air de dire pas vraiment, on traduit, point. Ah si, en même temps. Oui, ça c'est le oui, c'est un peu embêtant, c'est ce qu'on va dire le premier stade, le fameux mot à mot, mais bon, comme je l'ai mentionné dans ce petit mot que j'ai écrit, il s'est passé 35 ans. L'usage du passé simple est quand même aujourd'hui bien plus restreint. C'est vrai qu'on considère que ça va être un peu trop soutenu, etc. Et selon le niveau de langue qu'on va choisir, dans La Servante, il y a quand même il y a des passages qui sont extrêmement crus et il faut les restituer tels que. Et il y a, je perds le fil un peu, il y a aussi toutes ces thématiques qui sont beaucoup plus à vif aujourd'hui. Et oui, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que quand La Servante est parue, Atwood n'était pas connue comme elle l'est aujourd'hui. Son œuvre n'avait pas cet écho. D'une certaine façon, moi j'ai bénéficié d'une grande chance parce qu'il y a énormément de mémoires qui ont été écrits sur La Servante. Moi que je qualifie de texte millefeuille. C'est-à-dire, on a une phrase, mais cette phrase veut dire plein de choses. Et comment la restituer, la faire passer?
le lecteur anglophone va immédiatement avoir accès à tous les sens qu'Atwood va proposer. La polysémie, quoi. Pardon? La polysémie. Tout à fait, tout à fait. Par exemple, vous voyez en anglais le terme want, qui peut vouloir dire vouloir, mais qui veut aussi dire manquer, et avec une notion aussi de douloureux. Donc, si vous donnez ça, si vous proposez ça à un anglophone, il va tout de suite piger. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en tant que traducteur quand on doit traduire? Est-ce qu'on se limite à un sens? Et dans ce cas-là, on en laisse un autre sur le bas-côté, ou est-ce qu'on essaye de donner ce foisonnement? Personnellement, j'opte pour que le lecteur puisse bénéficier de tous ses sens. Est-ce que Josette fait la même chose? Oui, mais je ne comprends pas très bien justement l'exemple de want. Quand want veut dire vouloir, je traduis par vouloir, et quand manque veut dire quand want signifie plutôt le manque, moi je traduis par le manque. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire, Michel. Bon, je vais m'expliquer. Ici, dans La Servante, à la fin du chapitre 20, l'héroïne pense à sa mère. Sa mère n'est plus, etc. Et elle écrit « I want her back. I want everything back the way it was. But there is no point to it, this wanting. » Et quand vous lisez le wanting, il y a effectivement la notion de vouloir, mais vous sentez bien que c'est douloureux, que c'est le manque. Et elle a joué sur les deux tonalités. Donc, moi, mon boulot, c'est de restituer tout ce petit monde-là. Vous voyez, est-ce que c'est plus clair maintenant, Joseph? Oui. Et du coup, vous avez mis quoi? Ça m'intéresse. Je vous invite à vous reporter à la fin. Ok, très bien. C'est un très bon teasing. Ok. Voilà. Très bien. Je veux qu'on me la rende. Je veux qu'on me rende tout comme c'était. Mais à quoi bon ce désir pétri de manque douloureux? Eh bien oui. Donc, on pourra me dire, mais enfin, Mimi, il n'y avait pas tout ça en anglais. Eh bien non, il n'y avait pas tout ça. Mais c'est ce qu'on appelle le sous-texte. Comme le sous-poil, il faut assumer. Est-ce que ça n'est pas surtraduire? C'est une question que l'on posait tout à l'heure. Non, j'aimerais bien parce que comme ça, je gagnerais plus de sous à l'arrivée. Mais non, je vous jure que non. Bon. De toute façon, Pascal, je dirais, traduire, c'est d'emblée se poser dans l'inaccompli, dans l'inachevé. Vous savez, en traduction, mes éditeurs, des fois, je les fais enrager parce que il faut que je corrige. Et jusqu'au dernier moment, je les embrouscaille. Et des fois, je me marre, je pense à Bonnard, avec son pinceau, même quand les tableaux étaient accrochés, paf, il était là et il essayait. Oui, mais alors je pourrais vous dire qu'écrire, c'est toujours être dans l'inachevé aussi. Quand est-ce qu'on a fini un livre? Mais je crois que vous avez raison. Je crois tout à fait. C'est le problème de l'art en général. Enfin, le problème, en tout cas, une des réalités. Bien sûr, mais j'ose pas parler des branches que je ne connais pas aussi bien. Bon, la traduction, ça fait un moment qu'on se fréquente. C'est un art, la traduction? Ça serait un peu présomptueux de le dire, mais je veux croire que oui. Moi aussi. Pas de présomption du côté de chez Josette. Non. Moi, je vais vous citer maintenant une phrase de Frédéric Boyer, qui est traducteur, écrivain et qui a repris la tête de la maison POL il y a quelques mois et qui a traduit il y a 2 ans, qui a proposé une nouvelle traduction des Géorgiques de Virgile. Et dans la préface qui accompagne le texte,
il dit ça, et j'aimerais bien vous y faire réagir ensuite. D'une certaine façon, les textes anciens ont quelque chose à apprendre de nous. Notre tâche est de leur parler de nous, de les interroger depuis notre éloignement et de bâtir ce lointain prêt, dimension sans laquelle nulle civilisation n'aurait de profondeur et ne saurait se transmettre ni se renouveler. De cette hybridation de notre présent et de ce très lointain, du sang mêlé de l'ancien et du contemporain, dépend notre avenir. Et ça fait déjà écho à quelques éléments qu'on a pu échanger ensemble depuis tout à l'heure, 16h03. Comment est-ce que vous recevez ces mots-là? Commence qui veut. Ce que j'en ai perçu m'a d'abord poussé à me dire oh merde, si au moins j'avais connu un peu de sténo, j'aurais pu noter tout ça parce que du coup j'ai fait un peu passoire. Ça me paraît d'abord très beau, mais j'ai beaucoup de respect pour Frédéric Boyer et ça me paraît très intéressant. Maintenant, je vous ai maudit, cher Pascal, parce que je me suis dit, si au moins il nous avait envoyé cette phrase, on aurait pu réfléchir, parce que c'est une phrase qui demande réflexion. Donc, les textes anciens ont quelque chose à apprendre de nous, c'est vertigineux, ça. C'est pourquoi pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce n'est pas notre vision qui peut apporter un nouvel éclairage? Moi, j'entends aussi ce genre de choses. Josette. Oui, moi Non, allez-y, Michel, allez-y. Non, allez-y. J'essaierai de ne pas perdre ce que j'avais en tête. Allez-y. Non, mais moi, je pense que j'aurais plutôt entendu la phrase comme on a quelque chose à apprendre des textes anciens et pas les textes anciens à apprendre quelque chose de nous. Mais parce que je me place. Non, mais c'est parce que je me place toujours au service du texte. C'est-à-dire que moi, je suis la servante du texte. Mais service, c'est peut-être de lui dire au texte quelque chose d'aujourd'hui. Oui, c'est lui donner une nouvelle vie, parce que c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai, ça, oui. Il n'y a que Frédéric Boyer qui pourrait nous éclairer vraiment sur ce qu'il a voulu dire, hein, c'est évident. Mais tous ces textes anciens, qui sont des textes fondateurs, parce que c'est eux qui sous-tendent notre culture. Mais on a tendance à les mettre de côté. Je lisais quelque chose aussi ce matin, justement, sur la beauté de la traduction de la Vulgate. Je ne pense pas qu'il y ait grand nombre d'entre nous qui se soient plongés dans la Vulgate. En tout cas, moi, je ne l'ai pas fait. J'en suis navrée, mais je ne l'ai pas fait. Et tous ces textes, ils font partie de notre histoire et on n'y a pas accès. Donc, peut-être qu'on peut aller les chercher et leur donner la lumière. Moi, j'irais peut-être dans ce sens-là, mais j'aimerais bien poser la question à Frédéric Boyer. Alors, mon cher Pascal, moi, ce que je vais vous faire comme proposition, je vous invite en 2022, Josette et Michel, et on continue cette rencontre passionnante. Et là, on n'aura pas de problème de connexion, a priori. Vous vous engagez à envoyer le texte. Ah oui. Non, mais c'est bien qu'il y ait un peu de spontanéité. Et puis, je trouvais que ça faisait quand même assez fort écho à quelques éléments évoqués précédemment. Voilà. Et ceci dit, Frédéric Boyer, pour faire un peu aussi de publicité, répond à cette question dans un numéro dédié dans tout ça qui date d'il y a à peu près 1 an ou 2. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller sur Internet. Vous trouverez ça facilement, je pense. D'accord, merci. Merci en tout cas à vous trois. Alors, je suis vraiment désolée pour les participants, mais vous avez vu à quel point Michel est réactive et comment nous avons pu finalement être tous ensemble aujourd'hui. C'est un exercice. Cette journée de la traduction. J'espère sincèrement que l'année prochaine, nous serons tous ensemble. Nous espérons que vous viendrez jusqu'à Bruxelles
pour nous voir. Et je vous remercie en tout cas d'être restés si nombreux jusqu'à la fin. Prenez bien soin de vous, faites en sorte que l'année prochaine, nous soyons présents tous ensemble à Bruxelles, à Tour et Taxi, et je vous embrasse. Salut les traducteurs et les traductrices.